Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième et avant-dernier webinaire déjà de notre série de quatre webinaires sur le thème de la formation sur la haie et l'arbre champêtre. Comme je disais, avant-dernier webinaire. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est les techniques de gestion des haies face aux dommages de la faune sauvage. Cette présentation, elle va être divisée en trois grosses parties. Elle va être découpée en trois grosses parties. On aura une première partie plutôt sur la construction d'une stratégie de protection des systèmes agroforestiers pour un maximum d'efficience. Ensuite, il vous sera présenté le cas d'une haie expérimentale qui a permis un peu de tester différents types de paillage et de protection en région Grand Est. Et enfin, on verra comment on peut essayer de se passer des protections plastiques. Et donc, pour cela, je vais être accompagnée de Sarah Brunel de Réseau et France. Elle s'occupera plutôt d'animer les temps de questions et réponses. Et ensuite, on aura nos trois intervenants du jour, donc qui sont Christophe Soto d'AgroEcoExpert, de Pauline Batillot de la FRC Grand Est, et ensuite de Cyril Barbet de la Haie à la Forêt. Comme d'habitude, ce webinaire il est enregistré et le replay il sera disponible sur la chaîne YouTube de Réseau et France et il vous sera également envoyé par mail. Et dernier petit point avant de commencer, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est dédié, donc qui s'appelle questions, je crois, et qui est en bas de votre écran. Et donc, soit elles seront répondues au fur et à mesure dans cet onglet par nos intervenants, ou alors elles vous seront posées à l'oral. Enfin, ces questions-là, elles seront posées à l'oral lors des temps de questions et réponses qui sont dédiés. Ces temps de questions-réponses, ils seront faits à la fin de chaque présentation des intervenants. Il y aura 3 temps de questions et réponses, si vous avez bien suivi. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure dans l'onglet. Elles seront répondues soit à l'écrit, soit à l'oral. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'ai fait le tour. Surtout un bon webinaire à toutes et tous. Et encore merci d'être venus, d'être aussi nombreux déjà. Et je laisse la parole à Christophe Soto pour le début de ce webinaire. Merci Maëva, bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, je vais commencer la présentation sur la présentation d'une étude en fait qui a été faite sur cette problématique de dommages et puis surtout parler de stratégie. Donc c'est avec plaisir que je vais vous parler sur le première demi-heure sur cette thématique-là. Donc moi, je suis expert conseil indépendant. J'ai mon bureau d'études AgroEcoExpert. Je suis administrateur de Réseau et France et référent politique pour la convention FNC Réseau et France et également vice-président de Réseau et Centre-Val de Loire. Donc voilà, c'est proche de ces problématiques liées à la faune sauvage. Donc sur le cadre de l'étude, donc à l'origine, comment on a été amené à travailler sur cette thématique-là? En fait, il y a quelques années, on s'est rendu compte dans le domaine de l'agroforesterie et de la haie qu'il y avait une problématique liée à la faune, de dommages. Et donc, du coup, qu'il y avait beaucoup de parcelles qui étaient exposées aux dommages sur des nouvelles plantations. Et donc, au fur et à mesure, c'était un réel frein au développement des systèmes agroforestiers. Et donc, suite à ça, il y a eu une proposition du ministère de l'Agriculture de créer un groupe de travail sur cette thématique-là. Et en fait, en parallèle de ça, il y a eu un programme Réunir AF, Réunir Agroforesterie, qui était un réseau pour le développement de l'agroforesterie en France, qui était porté par la FAC Agroforesterie, donc anciennement Réseau F France, et puis Chambre d'Agriculture France, avec un soutien financier du ministère pour travailler sur le développement de l'agroforesterie. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai piloté un groupe de travail sur les dommages de la faune sauvage. Et donc, je vais vous présenter les résultats de ce travail et cette étude. Et donc, du coup, on a collaboré également avec la FNC et des techniciens de fédération départementale ou de régionale de chasseurs sur cette thématique. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de traiter les problématiques de dommages de la faune sur l'ensemble des systèmes agroforestiers. Donc, ça traitait bien évidemment les problématiques de petite et de grande faune, et ça concernait autant les haies ou les ripicides, tout ce qui est en bordure de cours d'eau, mais également les arbres isolés et les arbres alignés, et ça dans tout système agricole, que ça soit des grandes cultures, des systèmes en polyculture, des systèmes d'élevage, en arboriculture, en viticulture, etc.
Et donc, derrière ce grand objectif, il y avait des sous-objectifs qui étaient bien sûr de catégoriser les types de dommages, qu'on verra juste après. Il y avait aussi d'identifier et d'évaluer les dommages, parce qu'effectivement, en fonction de la quantité des dommages, c'est plus ou moins impactant pour le système. Il y avait un autre objectif, c'était d'associer, de fédérer les acteurs sur ce sujet, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que peu de personnes étaient sensibles ou connaissaient cette thématique de la faune et comment on pouvait régler cette problématique. Et puis, c'était aussi de recenser les initiatives et surtout de trouver des solutions collectivement dans l'objectif global de favoriser le bon fonctionnement et de toutes les infrastructures agroécologiques et notamment ne pas oublier que dès l'instant où on a un système agroforestier, un arbre et enfin des arbres et des haies qui fonctionnent bien, ça permet d'avoir un maximum de services écosystémiques. Donc, avant de commencer à vous présenter l'étude, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'un dommage et comment on le caractérise? Donc, un dommage, c'est tout simplement dès l'instant où il y a un impact de la faune sur le développement du végétal. Pardon. Et après, la seconde question, c'est à partir de quand on considère un dommage. Et donc, pour ceci, on s'est vite rendu compte que le niveau d'acceptabilité était variable selon plusieurs paramètres. Déjà, selon le type de système. Est-ce qu'on était plutôt sur des plantations ou des systèmes agroforestiers à base de haies ou d'alignement d'arbres? Donc, on verra effectivement que l'acceptabilité peut être différente en fonction de l'objectif des projets. Si on est sur un enjeu plutôt biodiversité ou plutôt sur la plantation de fruitiers pour une production ou plutôt sur la production de bois d'œuvre. Donc là, effectivement, les enjeux économiques sont différents et donc, du coup, l'acceptabilité diffère également. L'enjeu, ça concerne aussi le type de plan, parce que si on est sur un jeune plan qui coûte 2 euros ou sur un plan fruitier ou un arbre mycorhizé qui est à 15, 20 ou 25 euros, effectivement, le risque et l'enjeu n'est pas le même. Et puis après, on s'est rendu compte que les porteurs de projets étaient plus ou moins sensibles à ça et qu'il y avait des agriculteurs qui acceptaient des dommages plus ou moins importants que d'autres. Et puis après, c'est surtout de prendre un petit peu de recul et de regarder quelle est l'ampleur du dommage à l'échelle de l'individu, de l'arbre, sur la possibilité de réparation. Est-ce que c'est juste un petit peu frotté ou abruti et l'arbre, effectivement, le végétal peut s'en remettre, ou il y a vraiment un gros phénomène, un gros impact sur le végétal qui met en péril le végétal, l'arbre. Donc, comme je l'abordais tout à l'heure, la sensibilité, elle est variable entre les et l'intraparcellaire. Et donc, en fonction de la densité, si par exemple sur une haie, on a effectivement un plan par mètre avec une haie sur 3 rangs, si on a quelques arbres qui sont endommagés, arbres et arbustes endommagés, c'est beaucoup moins gênant que si on est sur un système d'alignement d'arbres intraparcellaire à 40 arbres hectares avec 20% du peuplement qui est endommagé. Et donc après, il faut raisonner aussi la densité actuelle à la plantation de la densité objective. Et dans certains cas, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé pour des projets d'agroforesterie intraparcellaire d'augmenter la densité au départ de plantation de 20 à 30% parce qu'on sait pertinemment qu'on va avoir des dommages, il y a un petit peu de casse liée à la faune ou au cervidés. Et donc, dans ce cas-là, ben, effectivement, on vise une densité un peu plus faible et on plante un petit peu plus au départ. Et puis après, en termes de taux moyen de dommages qu'on peut accepter, donc ça, c'était des échanges que l'on a eus entre nous et avec les techniciens du terrain. Il était communément de dire que si on a 10 à 20% de mortalité des aux dommages pour la haie, c'est tout à fait acceptable. Par contre, pour l'intraparcellaire, effectivement, on est plutôt sur du 5 à 10% de dommages pour l'alignement d'arbres intraparcellaires. Et globalement, si on a un taux moyen de reprise des plants de l'ordre de 80 à 90%, c'est tout à fait raisonnable. Et ça, toute cause de mortalité confondue, pas uniquement les dommages faits par la faune, parce qu'on peut avoir des mortalités dues au climat, par exemple des stress hydriques au printemps ou à l'été, ou des dégâts qui peuvent être causés par de la mécanisation, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur qu'il faut retenir. Et donc surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut trouver un compromis entre les dommages et le coût des protections. Parce qu'on verra après, effectivement, que le coût des protections peut être très, très important. Ça peut être 2 à 3, voire 4 fois le prix du plan.
et donc en présenter jusqu'à 40 ou 50% du coût d'une plantation. Et donc dans ce cadre-là, c'est vraiment un compromis à trouver, et d'où l'intérêt de se poser la question de quelle stratégie on met en œuvre. Et dans tous les cas, il ne faut pas oublier que un arbre qui est installé, qui a une bonne croissance, il produira un maximum de services environnementaux, de services écosystémiques et d'intérêt pour la biodiversité ordinaire, patrimoniale et synergétique. Donc, sur les différents types de dommages que l'on a pu observer, ils sont liés bien sûr à la biologie des espèces, et ils sont de deux natures différentes. La première nature, c'est d'origine alimentaire, donc ça va regrouper tout ce qui est abrutissement et écorçage, et également ponctuellement l'arrachage des plants et du paillage. Et la deuxième nature, c'est l'origine comportementale. Et là, ça concerne davantage les frottis, qu'on retrouve beaucoup faits par les cervidés, par les mâles, qui sont seuls porteurs de bois. Et après, on peut avoir des phénomènes de casse ou de déformation de l'axe principal. Et donc là, on va préciser un petit peu ça sur chaque type de dommage. Et quelles sont les espèces qui sont les plus impactantes dans nos systèmes? Donc là, je parle en France métropolitaine. Donc, c'est principalement au niveau des cervidés, le chevreuil, le cérilaf également, le sanglier, donc là sur la partie juillet, et puis après on a aussi une problématique avec lapin et lièvre, même si lapin c'est vraiment très très ponctuel, dû à la diminution des populations de lapins. Et puis après on a également les problématiques du rongeur, tout ce qui est ragondin ramusqué, et ponctuellement la présence de castors dans certains secteurs où le castor revient. Et puis après, ça va être plutôt les oiseaux, donc les rapaces, comme les bus variables, faucons cresserelles, qui vont se poser à l'extrémité des arbres et qui peuvent entraîner des casses. Et puis après, également les cornidés. Et puis, on peut avoir des micro-mammifères également ponctuellement pour la consommation des racines. Alors, sur les abrutissements, en fait, donc, on a vu que c'était un dommage d'origine alimentaire. Donc, les abrutissements sont principalement occasionnés par des cervidés, autant chevreuil que cérilaf, et puis également lapin et lièvre. Donc là, vous avez sur les deux photos de droite, effectivement, des abrutissements sur chêne et arable champêtre. Au niveau des périodes sensibles, donc c'est plutôt hiver et début de printemps, généralement, et puis lors du débordement de la végétation, et c'est souvent après le repos de la période végétative. Donc ça, c'est l'exemple type des fiches techniques qu'il y a dans le rapport, dans le document qu'on pourra vous transmettre à la fin du webinaire. Et puis sur la sensibilité des essences, on est principalement sur les feuillus, mais les résineux peuvent être concernés. Et puis sur l'âge de sensibilité, on est globalement sur des jeunes plants jusqu'à l'âge de 3 ans, 3-4 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que les plants ils sont sensibles jusqu'à temps que le bourgeon terminal soit hors d'atteinte de la bouche des animaux. Donc globalement 1,50 m ou 2 mètres pour les cervidés. Après, s'il y a un petit peu d'abrutissement sur les côtés, sur les branches secondaires, c'est moins gênant, ça ne va pas impacter enfin, pas trop impacter le développement de végétal. En ce qui concerne les frottis, là sur les photos à droite, vous avez des frottis de chevreuil, c'est une plantation de jeunes haies. Donc là, on est plutôt sur une origine comportementale, où là, c'est les mâles qui vont frotter, soit pour marquer leur territoire, mais également pour frayer leur bois. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes de sensibilité différentes entre le chevreuil et le cerf. Donc souvent le chevreuil, c'est dès février jusqu'à la période de rut en juin-juillet. Et puis le cerf, on est plutôt sur juillet-août, leur période de frais des bois. Et puis après, pendant la période de rut, en septembre-octobre. Et là, les essences, toutes les essences peuvent être touchées. Et on se rend compte que notamment à la période de frais des bois, les cervidés recherchent plutôt des essences qui sont odorantes ou avec une couleur de sève assez foncée pour colorer les bois. Donc là, on est plutôt sur des résineux. Et là, l'âge des arbres pour leur sensibilité, on atteint facilement 10-15 ans. Ensuite, je vais passer très rapidement sur des choses que vous aurez que vous pourrez consulter dans le document de l'étude. On a des problématiques d'écorçage également ou de casse de l'axe terminal. Bon, je m'étends pas, c'était juste pour les citer. Et puis, on a aussi des problématiques qui sont un peu plus récentes, des dégâts de ragondins sur des jeunes arbres en bordure de cours d'eau ou de rivière, mais également des micro-mammifères qui viennent sectionner
les racines des jeunes arbres. Donc voilà, on peut avoir ces phénomènes-là. Et puis sur les illustrations de droite, on a plutôt une problématique d'arrachage ou de dégradation du paillage dû au sanglier. Donc ça, je m'étends pas plus parce que Pauline tout à l'heure présentera aussi ces problématiques-là. Et puis ponctuellement, on a constaté, comme là sur la photo de droite, des sangliers qui venaient arracher et fouiller exclusivement au pied des jeunes fruitiers, notamment des pêchers qu'on avait plantés. Il y avait d'autres fruitiers, ils n'étaient pas concernés, donc voilà, que les pêchers. Donc voilà, problématique particulière. Alors après, la question à se poser, c'est dans quel contexte les dommages sont les plus fréquents? Parce qu'effectivement, en fonction du contexte du territoire, on a une sensibilité plus ou moins importante. Donc la fréquence et la pression sont variables selon déjà la distance par rapport aux éléments boisés. Donc globalement, effectivement, il y a une hétérogénéité en fonction des espèces et des territoires, mais globalement, ce qui ressort, c'est que souvent, on a une forte pression quand on est dans un rayon de 300 mètres des éléments et des corridors boisés, et notamment lisières de bois. Et ça peut aller jusqu'à 500 mètres si on a une présence de bosquets ou de haies. Et ça peut même aller jusqu'à 1 voire 2 kilomètres des massifs forestiers. Après, évidemment, les zones les plus calmes sont les plus propices aux dommages, comme tout ce qui est fond de vallée, les chemins, tout ce qui est en retrait des axes routiers. Du coup, c'est là où il y aura moins de dérangements, où il y aura plus de quiétude pour les animaux, donc forcément des milieux plus sensibles. Et puis après, ça dépend également de la densité des habitats naturels déjà présents, parce que plus le milieu est diversifié et plus il est riche en éléments naturels, en espaces naturels, plus les dommages seront faibles, parce que il y aura une répartition des dommages sur l'ensemble des éléments présents, et donc une pression à l'échelle de l'arbre ou de la haie concernée, effectivement beaucoup plus faible. Inévitablement, ça dépend de la densité de population de faune. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. On s'est rendu compte que ça dépendait du type de paillage utilisé également. Et ça, Pauline le reprécisera, mais effectivement, un paillage à base de matière organique attirera davantage de sangliers parce que dans le paillage à base de matière organique, on a toute une vie qui va se développer avec des vers, des micro-mammifères, et donc du coup, plus de dégradation par les sangliers. Et puis aussi, on s'est aussi rendu compte que le système de culture impactait et que les prairies ou les techniques d'agriculture de conservation favorisant la vie du sol attiraient davantage les sangliers. Donc suite à ça, la question qu'on s'est naturellement posée, ça va être quelles conséquences et surtout quelle stratégie de protection mettre en place. Alors en termes de conséquences, les dommages donc, peuvent être différents, comme on l'a vu, et variables par rapport aux objectifs. Concrètement, on peut avoir une perte de croissance des végétaux. Ça peut augmenter la mortalité des plants. Si un plant est déjà soumis à un stress hydrique, effectivement, le fait qu'il soit abruti ou qu'il soit frotté peut augmenter la mortalité. Ça peut modifier l'architecture des végétaux avec le développement de fourches, comme là la casse due à un oiseau qui peut se poser. Et donc du coup, ça induit un surcoût pour le suivi et la conduite du système. Donc ça veut dire qu'il va falloir repasser pour tailler l'arbre si on veut retrouver une dominance apicale. Ça induit aussi le coût et le retrait des protections. Ça, on y reviendra juste après. On peut avoir un risque d'appauvrissement de la diversité des essences, donc perte de diversité spécifique. Et puis, après, on a également une perte ou baisser la qualité écologique du milieu, car moins de diversité végétale. Et puis après, plus globalement, on peut avoir des dégâts sur les écorces qui entraînent des maladies, parce que c'est une source d'entrée favorisée pour les parasites et autres champignons. Et puis, si on est sur l'objectif de bois d'œuvre, par exemple, plutôt pour l'intraparcellaire, ça peut impacter effectivement la qualité du bois, et donc la rentabilité et la viabilité économique des investissements in fine. Ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, c'est que il est nécessaire d'analyser en amont la situation pour savoir quel système agroforestier mettre en place et quelle stratégie de protection mettre en œuvre. Et parfois, dans certains cas particuliers, en cas de trop forte pression de la faune, eh ben, il est peut-être plus raisonnable de ne pas installer, de ne pas planter, parce qu'on sait qu'on aura un système qui sera totalement détruit. Alors maintenant, quelle stratégie de protection quand vous avez un projet sur une parcelle d'un exploitant ou chez vous? La question, c'est de se dire, bah, OK, je sais ça, mais qu'est-ce que je fais? Donc, la première des choses à voir, c'est surtout d'avoir une vision sur le long terme et de suivre le parcelle
là où les parcelles pour évaluer le risque. Et en fonction de ça, en fonction de l'évaluation, de l'observation de terrain, on va adapter le niveau de protection. Donc, j'ai mis de 0 à 100 parce que des fois, ça peut être 0 protection jusqu'à 100% des protections. Et donc, ça, c'est variable donc, en fonction de la pression de la faune, donc de la quantité de faune, du type d'éléments mis en place, si on est plutôt sur des haies ou sur de l'intraparcellaire avec un objectif de production, et puis après, des enjeux du système. Donc ça recoupe avec les objectifs. Et donc, je le répète, mais c'est surtout, il faut évaluer le coût de protection par rapport au risque. Et dans le coût de protection, il ne s'agit pas de prévoir que le coût de protection à l'installation, à l'investissement, à l'implantation, mais également intégrer le coût de la dépose, donc le temps de la dépose, et après, probablement le coût de recyclage, mais ça, on y reviendra plus tard dans la présentation. Et puis après, il faut surtout se poser des questions, quoi protéger? Donc, en fonction des essences, on va pas protéger de la même manière ou les mêmes essences. Et puis aussi, on peut se poser la question, en fonction de la localisation dans la parcelle, par rapport au passage d'animaux, si effectivement on a des coulées plus ou moins marquées, là, effectivement, on sait qu'on va avoir des dégâts plus ou moins forts. Et puis après, c'est aussi de regarder quel type de protection je mets pour chaque élément agroforestier. On va pas mettre des protections des protections hautes de OG qui font 1,20 m ou 1,50 m sur des arbustes. Comme là, c'est une photo que Cyril m'avait transmise. Là, il y avait des protections de 120 cm qui avaient été mises même sur les arbrisseaux. Donc là, il n'y a pas d'intérêt dans ce cadre-là. Et donc, avec tout ça, il faut surtout avoir une approche proportionnée. Donc, c'est de se dire, c'est quel coût, quelle stratégie de protection je mets par rapport aux enjeux. Donc déjà, si on regarde au niveau des protections individuelles, donc elles sont efficaces, mais elles sont rarement biodégradables et sont souvent onéreuses. Alors aujourd'hui, sur les protections individuelles, lagomorphes, ce qui est lapin et lièvre, effectivement, on commence à avoir des protections biodégradables qui sont efficaces. Par contre, malheureusement, sur des protections chevreuil-cerf, on n'a pas de protection biodégradable efficace durablement, parce que efficace sur un an, c'est pas signe d'efficacité. En tout cas pour moi ou les gens du terrain qui connaissent cette thématique. Et puis, c'est pour ça qu'il faut absolument intégrer dans le coût du retrait. Et donc après, pour des projets à faible densité, effectivement, la protection totale de tous les individus peut être envisagée. Et par contre, pour des projets de haies, où là on a une forte densité, ou des projets de densification, très forte densité sur des prairies, on peut effectivement se permettre de moins protéger parce qu'on aura peut-être aussi une protection avec des clôtures fixes autour de la parcelle ou clôtures électriques liées à l'élevage. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que faut pas forcément vouloir faire propre sur la plantation et qu'il faut pas hésiter à laisser pousser la ronce, les genêts ou les agents, selon les secteurs dans lesquels vous vous trouvez. Et en fait, ça va offrir une protection naturelle, ça va faire un gainage naturel et donc ça va limiter les dommages de la faune sur les jeunes plantations. Là, sur cette diapo-là, en fait, je vous ai remis ce qu'on a travaillé dans le rapport. Je ne vais pas détailler, mais vous avez effectivement toutes les protections ou les principales protections physiques individuelles qui existaient à l'époque. Donc là, plutôt sur la gauche, les protections contre les rongeurs lagomorphes, et puis plutôt à droite, les protections cervidées, avec dedans des éléments très techniques sur le grammage, par exemple, sur les protections chevreuil, qu'il faut un grammage supérieur à 400 grammes mètre carré et non pas 400 grammes mètre linéaire, parce qu'en fonction du diamètre de la gaine, le grammage change. Donc, c'est vraiment 400 grammes mètre carré avec des éléments techniques sur la qualité des échalas, avec les hauteurs et surtout les sections. Il faut pas mettre d'échalas de 20 par 20 mm ou 22-22, c'est pas suffisant en termes de durabilité pour les protections chevreuil. C'est très bien en forêt quand on a une forte densité et qu'on accepte beaucoup plus de dommages, mais en agroforesterie, ça marche pas. Donc voilà, je m'étends pas plus, c'est des choses que vous pourrez retrouver dans les documents qu'on va vous transmettre. La même chose sur les éléments linéaires. En gros, les types de clôture, les caractéristiques de clôture à mettre en place, en fonction aussi si on est plutôt sur lapin-lièvre, chevreuil, cerf ou sanglier. Il y a des choses aussi spécifiques sur les clôtures pour sanglier. Voilà, je m'étends pas, mais c'est des choses que vous pourrez retrouver dans les supports. Je vais plutôt axer sur les autres types de protection et on intègre dedans la régénération naturelle assistée.
Ça veut dire que là, on va laisser pousser naturellement la végétation. Donc ça, c'est une alternative à la plantation pour la création de haies. En fait, c'est une pratique efficace qui est peu coûteuse parce que, en fait, on va travailler le sol un petit peu en amont, mais sinon, on va surtout laisser développer la végétation et on n'a pas de travaux de plantation, de pose de paillage, de pose de protection et surtout de dépose des protections non biodégradables. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et du coup, comme on va voir un ensemble de végétaux arbustifs, semi-arbustifs et de lianes qui vont se développer. Donc, on va avoir des ronces aussi qui vont se développer. Et du coup, ces ronces, à l'intérieur, ils vont permettre le développement d'arbustes, d'arbrisseaux et d'arbres. Et du coup, ça va les protéger aussi de la dent du gibier. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir des pousses naturelles d'arbres, d'arbustes avec une banque de graines qui est déjà présente naturellement dans le sol. On va également par ce principe, favoriser les continuités, donc tout le déplacement de la faune avec la dispersion de graines. Et puis, effectivement, on a une zone de gainage qui est fait par la ronce, par exemple, au niveau des jeunes plants qui protègent les dommages. Donc, vous allez retrouver des documents aussi sur les conditions du développement, où il est possible de faire de la régénération naturelle assistée, dans quelles conditions, les avantages par rapport à une haie plantée. Donc voilà, je m'étends pas, mais c'est des choses que vous pourrez retrouver. Et ça, c'est des travaux qui ont été menés notamment par la Fac Agroforesterie et Réseau Haies France. Ça, c'est des documents voilà, qui sont très intéressants quand on est aujourd'hui dans un contexte d'augmentation des coûts sur de la plantation et puis potentiellement des pénuries de plants par certains moments. Donc voilà, la régénération naturelle, un élément à prendre en compte. D'autres techniques sur le semis de graines et l'utilisation d'espèces d'accompagnement. Donc ça, je m'étends pas non plus. C'est des techniques qui existent aussi pour limiter l'impact de la faune sur les jeunes plantations ou les systèmes. À droite, c'est l'utilisation de la ronce qui peut être possible pour laisser se développer les jeunes plants. Donc ça s'appelle le lien avec les régénérations naturelles. Et puis aussi, on peut planter volontairement des essences martyrs. Ça se fait un petit peu en forêt, donc on plante plutôt du résineux. Bon, c'est plus ou moins fonctionnel, ouais. Mais c'est pour dire que ça existe et le présenter. Et puis après, on a d'autres solutions alternatives. Donc, il y a tout ce qui est produit répulsif. Ça, je m'étends pas. C'est des choses qui existent, mais Cyril y reviendra dans sa présentation. Et puis à droite, c'est un exemple de perchoir qu'on peut mettre, qu'on peut installer pour éviter que les oiseaux viennent se poser sur la cime des jeunes arbres et donc viennent casser et viennent déformer l'axe terminal et qu'on soit obligé derrière de reformer, de repasser en taille de formation. Donc voilà, des exemples de perchoirs que je vous avais mis en photo. Et donc, il faut toujours que le perchoir soit plus haut que les arbres d'auger pour qu'il soit fonctionnel. Et ça permet également de réguler, s'il y a des rapaces qui viennent, de réguler les micromammifères qui peuvent se développer dans l'air. Et donc, si ça régule les micromammifères, ça va aussi limiter la présence de sangliers qui vont venir chercher les micromammifères dans l'air. Donc, en termes de recommandations générales, c'est bien sûr de favoriser le développement de la végétation d'accompagnement, donc laisser pousser la ronce, les genêts, les agents, qui offrent une protection naturelle aux jeunes plants d'arbres et d'arbustes ou d'arbrisseaux qui vont se développer. Ensuite, en cas de présence de sangliers, c'est d'éviter les paillages organiques, comme je l'abordais tout à l'heure, qui vont favoriser la vie du sol et donc attirer davantage les sangliers. C'est d'éviter, si possible, les paillages en rouleau, parce que dès l'instant où un sanglier peut arriver, il va commencer à pousser le paillage en rouleau et ça peut arracher l'ensemble sur le linéaire. Il faut privilégier les paillages individuels, alors quand c'est possible. Si on est sur un linéaire de haies, là effectivement c'est pas possible. Et puis on essaie d'éviter aussi les couverts enherbés qui peuvent favoriser la présence de campagnols et micromammifères, notamment quand on est à proximité de systèmes de culture en agriculture conservation des sols. On vous a mis aussi quelques exemples de mauvais choix techniques. Donc là, par exemple, c'est des gaines biodégradables, le lapin, de très faible de grammage. Mais ça, c'est des protections que j'avais mises sur un secteur où on a un peu de lapin. Et en moins de 2 mois, effectivement, les protections étaient mangées par les lapins. Donc, ils ont mangé les protections et allaient taper dans le noisier qui était derrière. D'autres protections, Craft, je m'étends pas, mais voilà, qui fonctionnent pas, que Pauline abordera tout à l'heure.
Des problématiques d'échalas, ici, sur la troisième photo, d'échalas pas assez résistants, donc qui cassent, et puis des choses que certaines entreprises peuvent vendre, mais qui sont pas du tout efficaces pour nous en matière d'agroforesterie et de... Je voulais insister aussi sur la concertation locale et son importance, parce que le projet, comme je l'ai dit au départ, il se raisonne sur le long terme. Et en fait, en amont de tout projet, il est essentiel de prendre contact avec les acteurs du territoire. Donc, c'est tout ce qui est Fédération départementale des chasseurs, des associations locales, des collectivités, pour évaluer le potentiel risque. Et en fonction de ça, on va regarder, étudier les moyens de protection communs. Donc, est-ce que les fédérations de chasseurs peuvent mettre à disposition des clôtures électriques, par exemple, qu'elles peuvent être même posées par des chasseurs locaux ou entretenues? Quelle participation financière des chasseurs il peut y avoir en partenariat avec l'agriculteur? Donc voilà, ça, c'est des éléments importants. Et puis, il faut surtout travailler vraiment au niveau local et en amont, parce que dans certains cas, on peut adapter la gestion cynégétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un impact au niveau des plans de chasse. C'est-à-dire que si on a un projet connu 2 à 3 ans d'avance, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du plan de chasse? Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu les attributions pour baisser un petit peu la population et potentiellement les dommages? Donc voilà, ça, ce sont des éléments qu'il est possible de faire, mais il faut bien sûr anticiper le projet. Donc, dans tous les cas, c'est la concertation locale en amont des projets. Et puis, je terminerai sur les bonnes questions à se poser quand vous avez un projet. Donc, premièrement, c'est bien sûr d'identifier et de prendre contact avec les personnes ressources du territoire et donc les structures locales, donc les associations ou les fédérations départementales de chasseurs, éventuellement régionales, mais c'est plutôt les fédés départementales qui connaissent bien le territoire. Ensuite, c'est d'étudier le contexte paysager, parce que comme on l'a vu, selon si on est dans un contexte très riche en massifs forestiers ou avec beaucoup de haies ou de bosquets, bah, effectivement, l'impact va être différent. Après, ça va être bien sûr d'observer les indices de présence de la faune, ou observation directe, mais surtout, ça va être bah, les traces de coulées, les empreintes dans les parcelles, les traces de poils dans les barbelés, etc. Derrière, c'est d'évaluer le risque de dommage en fonction de la localisation. Et puis surtout, d'évaluer les enjeux et le coût des protections par rapport aux dommages acceptables. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et puis, le coût des protections, je le répète, à la plantation, mais surtout pour les retirer. Et puis surtout, c'est de faire un suivi temporel terrain dans le temps pour ajuster le niveau de protection. Se dire au départ, bon, on met pas de protection sur, par exemple, protection au lapin. Et après, si on voit qu'il y a un petit peu de dégâts ou trop de dégâts, trop de dommages, et bien effectivement, on remettra des protections. Et c'est surtout, ça permet de mieux calibrer les projets futurs. Donc voilà les principales questions à se poser quand vous avez un projet, et puis surtout de travailler sur la stratégie et la concertation locale. Donc j'ai terminé pour la présentation. Merci de votre attention, et puis on va passer à une phase de questions. Merci. Oui. Euh, du coup, bonjour à tous. Donc, on a trois petites questions. Une question un peu plus spécifique sur les problèmes liés aux campagnols sur les racines et aussi en parallèle aux castors sur les ripisylves. Et donc, si tu avais des dispositifs un peu spécifiques pour ces gibiers-là, enfin pour ces espèces-là. Ouais. Alors, sur la première question par rapport aux campagnols, sur les dégâts sur les racines, on a certaines régions qui sont très concernées, malheureusement pas forcément beaucoup de solutions. Ce qui existe aujourd'hui, ce que les planteurs font, c'est de mettre une protection grillage dans le sol autour de la motte. Il y a que ça, à ma connaissance, qui est fonctionnel. Après, il y a peut-être de nouvelles techniques, mais voilà, je connais pas spécialement. Mais c'est vrai que le problème de campagnol peut être euh, vraiment impactant. On le fait surtout sur des plants qui ont une forte valeur ajoutée, sur des plants de fruitiers. Sur des plants de haies, c'est plus compliqué. J'ai eu des plantations aussi de haies ou d'alignement d'arbres. Effectivement, on a quelques arbres qui sont mangés. Donc voilà, c'est délicat. Et puis, donc malheureusement pas de solution idéale. Et puis sur la problématique castor, bah, aujourd'hui, non, pas forcément de solution efficace. La seule efficace pour les castors, c'est la protection cactus qui existe. Alors les protections cactus, ça vous le retrouvez dans le document. C'est une protection en grillage
qui arrivent en plaque, que l'on arrondit, et en fait avec des picots qui font 12 à 13 millimètres de long, qui sont autour. Et là, c'est la seule solution de protection efficace contre tout d'ailleurs, que ce soit les animaux de faune sauvage ou les animaux d'élevage. C'est la seule protection efficace, mais qui est très coûteuse, parce que par exemple, pour les protections qui font 1,20 m de haut, on est de 20 euros pièce jusqu'à 25 euros pièce sur des protections d'1,60 m pour des grands cervidés. Merci. Je reprécise pour les personnes qui lèvent la main, vous avez l'onglet QR en bas et je vous invite du coup à poser vos questions sur l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse les relayer. Une autre question donc, concernant les dégradations par les larves d'insectes et notamment les hannetons qui ont été signalés par certains agriculteurs sur le sol en particulier, ou plus largement. Ouais, alors sur ça, enfin sur la problématique des insectes dans le bois, on n'a pas travaillé sur cette thématique-là dans le cadre du réseau Réunir AF. Alors par rapport à ça, moi sur l'expérience personnelle, on n'a pas forcément de solution. Effectivement, il y a le saule, mais on a plusieurs arbres, on a des fruitiers aussi qui sont concernés. On peut avoir des bouleaux. Enfin voilà, on a plein d'essences. Pas de solution miracle pour ça sur ces questions-là, mais non, ça pas c'est pas des sujets qui ont été travaillés dans le cadre du programme Réunir Rêve. Une interrogation par rapport à une clôture électrifiée ou non électrifiée. Alors peut-être qu'on y reviendra plus tard dans la présentation, mais si tu as des éléments à ce niveau-là sur les protections électriques. Du coup, voilà, la question, ce que je comprends, c'est est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une protection en dur, type Ursus ou barbelé, plutôt qu'une protection électrique? Je pense que c'est ça le sens de la question. Du coup, les deux fonctionnent. Si on a une protection clôture électrique, c'est très facile à mettre en place, pas coûteux. Par contre, ça demande beaucoup d'entretien, de suivi pour pas qu'il y ait d'herbacées qui touchent effectivement les fils ou de branches. Pour une protection, par exemple, clôture électrique chevreuil, il faut effectivement sur 1,50 m de hauteur avec des fils tous les 20 cm. Parce que le chevreuil est très habile et il est capable, si on a des fils tous les 30-35 cm, de passer entre deux fils. Et puis lui, il attaque après l'aile ou l'alignement. Sur les cervidés, grands cerfs, effectivement, il faut monter 1,50 m voire 1,80 m. Mais encore une fois, tout dépend de l'appétence, effectivement, et le contexte. Si on a une haie dans le milieu d'une plaine où il y a que ça à manger en plein hiver, bah, effectivement, ça sera toujours plus appétant que si on est dans un contexte bocager plus dense. Et puis après, sur la question des clôtures fixes, Ursus ou barbelé, alors c'est très efficace, par contre très coûteux. Et derrière, c'est surtout un problème en termes de gestion et de valorisation de la haie. Il faut faire attention à bien décaler la clôture Ursus ou barbelé, de la décaler à 2 ou 3 mètres de la haie pour pas que ça pose des contraintes d'entretien et de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de haies avec des barbelés qui sont prises dans la haie, donc ça cause des dégradations et puis même des problèmes en termes de labellisation, label haie. Je m'étends pas, mais c'est surtout des problèmes en termes de valorisation quand on a du barbelé pris dans les arbres. Mais je Alors dirais ça, ouais, vas-y. Ça rejoint aussi une réflexion qu'on a. Alors, on a plusieurs éléments par rapport aux ronces. Donc, à la fois le besoin de dégagement, si on laisse pousser les ronces quand même pour que les plants ne soient pas puissent se développer aussi. Et puis, bah, le besoin enfin, la vigilance par rapport aux protections non biodégradables, si on laisse se développer la ronce aussi euh, pour enlever derrière les protections du coup. Est-ce que tu as des éléments un petit peu par rapport à ça, des retours d'expérience à partager? Alors, la ronce, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant, même s'il faut l'accepter psychologiquement, ce qui est compliqué parfois dans le contexte agricole. Donc, la ronce, effectivement, ça permet de laisser se développer la végétation. Après, on peut intervenir en enrichissement, ce qu'on appelle. Ça veut dire que localement, on peut dégager 1 ou 2 mètres carrés à l'échelle de la haie en régénération, ou si on veut combler des trous dans la haie. Et là, on peut être amené à dégager et à planter un arbre d'avenir ou un arbre d'auger. Et dans ce cas-là, on peut être amené aussi à le protéger. Et effectivement, là, Ronce va reprendre le dessus. Elle va recoloniser la zone qui a été dégagée. Et dans ce cas-là, ça peut être un peu plus compliqué pour mettre en place les protections, enfin retirer les protections non biodégradables.
Dans ce cas-là, on peut tenter de mettre des protections biodégradables, mais avec toujours le souci de la non-durabilité de ces protections non dégradables pour les arbres de Auger, quoi. Donc pour la ronce, effectivement, il faut réussir à la maîtriser. Après, on se rend compte que si on n'aplatit pas trop la ronce quand on vient dégager, on arrive à maintenir la problématique et les chevreuils sont pas, pas trop sensibles après pour aller attaquer le plantier au milieu, quoi. Mais il peut y avoir des problèmes. Alors, on va prendre une dernière question pour les autres. D'une part, on pourra répondre dans le fil de discussion des questions et il y a certaines réponses aussi qui seront dans les prochaines présentations. Je te demanderai juste un petit retour d'expérience sur le succès des RNA du coup, que vous avez mis en place par rapport aussi aux agriculteurs, aux porteurs de projets. Voilà, comment ça se passe et quel est le succès de ces méthodologies-là pour l'instant? Ouais. Alors, sur la RNA, donc la régénération naturelle assistée ou régénération naturelle pilotée, régénération naturelle, voilà, il y a plusieurs termes, mais voilà, on va dire régénération naturelle. Euh, c'est une technique qui fonctionne relativement bien aujourd'hui. À question, la vraie question, c'est d'accepter la ronce et surtout que la haie mette du temps à voir le jour. Parce qu'effectivement, quand on va planter, ben, en l'espace d'un an ou deux, on va commencer à voir les arbres, les arbustes qui vont sortir des protections ou qui vont dépasser 50 cm, 1 mètre. Une haie va ressembler à quelque chose de 5 à 10 ans après, enfin plutôt à une haie. Et par contre, dans le cas d'une régénération naturelle, va falloir attendre une dizaine d'années pour que ça ressemble vraiment à une haie. Donc la régénération naturelle très intéressante parce que c'est peu coûteux. On n'a pas de travail préalable, hormis installer quelques piquets de part et d'autre de la zone que l'on met en défend pour vraiment marquer cette zone où on ne vient plus travailler le sol, où on ne vient plus broyer, où on ne vient plus traiter avec différentes techniques, autant mécaniques que chimiques. Et donc, c'est vraiment le succès de la mise en défense, donc de matérialiser, de laisser pousser. Et aujourd'hui, on a quand même des retours assez favorables, à la condition bien sûr qu'on soit dans un contexte paysager favorable et qu'on ait des semenciers à proximité. Si on n'a pas d'éléments paysagers dans un rayon d'eau 300 mètres, ou pas de continuité, pas de connexion, bah, du coup, effectivement, les animaux ne vont pas se déplacer ou très peu, et surtout, ils vont pas transporter de graines, soit dans les déjections, dans les fientes, et donc, du coup, ils ne vont pas pouvoir coloniser cette zone-là. Donc, du coup, la régénération naturelle ne sera pas aussi efficace, ou pas du tout efficace, comparé à une zone dans un contexte bocagé. D'accord. Bah, merci beaucoup, Christophe. Pauline, je te laisse repartager ton écran et prendre la main pour la suite et passer à la partie suivante du webinaire. Voilà. Bonjour à tous. Donc ça tombe bien parce que je vais illustrer parfaitement la présentation de Christophe avec certaines erreurs qu'on a fait et certaines petites choses autres qu'il a expliquées précédemment. Donc moi, ma présentation, c'est qu'en fait, on a fait une haie expérimentale pour essayer de comparer l'efficacité des paillages et des protections, pour voir un peu ce que ça donne par rapport à la faune et à la pousse de la haie. Alors, non. Voilà. Ça. Tac. Donc en fait, depuis 5 ans, on a un programme qui s'appelle AgriBiodivest, qui est financé par l'appel à projet Train vert et bleu de la région Grand Est et des agences de l'eau. Et en 4 ans, ça représente 137 km de haies, 95 km de semis, donc semis bord de champ, pied de haie, et quelques micro-parcelles et 33 mares. Là, on est dans la 5e année où on va avoir replanté encore 20 km de haies. Et l'objet, en fait, dans ce programme-là, on était parti avec différents matériaux de base, donc principalement composés de plastique, donc comme du paillage, mais aussi les protections à base de plastique, parce que c'est ce qui se faisait le mieux pour le moment. Et on cherchait petit à petit, parce on voit bien les observations de terrain, que les bénéficiaires n'enlèvent pas les protections, ni le paillage. On a des haies qui ont 20 ans et qui ont encore un paillage plastique à leurs pieds. Et l'idée, en fait, de cette haie, c'est de tester aussi des choses qui ne sont annoncées biocompostables et biodégradables et de voir vraiment si c'est le cas. Je me perds dans ma présentation.
Donc, en fait, on a eu un bénéficiaire qui est venu nous voir, un agriculteur, qui nous a proposé un chantier de plantation. Donc, on a regardé si ça collait par rapport à notre cahier des charges et on lui a proposé s'il acceptait que sa haie puisse être une haie expérimentale, donc pour tester différents paillages, différentes protections et qu'on puisse la suivre dans le temps. Et voir donc l'impact sur les plants, la dégradabilité des paillages et des protections et également la résistance à la faune. Et notre gros objectif, justement, sur cette expérimentale, c'est de trouver une alternative aux matériaux contenant du plastique, qui est vraiment une problématique nationale, je dirais. Donc, pour vous situer un peu, la haie, elle se trouve dans la Marne. Elle a été plantée le 1er février 2024. Donc, on est un peu milieu de campagne de plantation. Et elle se trouve sur le territoire de la commune de Benne-Norrois, mais vraiment en plein champ et en bordure de bois. Ce qui fait que c'est des choses qu'on n'a pas forcément pensées. Et on l'a fait planter par notre prestataire habituel, comme ça on avait une idée. On avait aussi un retour de lui au niveau de la plantation et du matériau quand il se met en place. Donc pour vous montrer, tout ce qui est en couleur, ce sont des boisements. Donc c'est là où on a fait une erreur, c'est qu'on était trop proche de boisements, mais c'est peut-être aussi une bonne chose pour voir justement les dégâts par rapport à la faune. Et la plus grosse tâche qui est ici, en fait, c'est un camp militaire. Ensuite, là, vous avez une autoroute, une départementale, une autoroute plus bas. Vous avez une ligne haute tension ici, que vous retrouvez également ici, la ligne haute tension, et la haie est vraiment plantée dans le champ. Donc il y a un champ de chaque côté, mais vraiment on est au plus proche, on doit être à peut-être 30 mètres du bois. Ce qui est là peut poser une erreur, il y a déjà un problème, et on a un chemin tout au long en fait. L'objectif de l'agriculteur, c'était de protéger son champ par rapport au bois, pas par rapport à la faune, mais parce qu'en fait le chemin est beaucoup emprunté. Et il voulait juste casser un peu la vue de son champ et permettre aussi une zone pour les animaux. Donc actuellement, il cultive encore la grande parcelle ici. Et ici, il la cultive en attendant que la haie pousse, mais au fur et à mesure, ça va devenir des couverts plutôt un peu prairial pour la faune. Et je voulais vous montrer vraiment la situation avec la ligne haute tension, les boisements et tout ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va retrouver un peu plus loin quand on s'est posé la question de pourquoi et comment la haie avait du mal à pousser et nos paramètres mesurés ne fonctionnaient pas. Donc, là, je vous ai refait une petite installation en fait de comment est située la haie. Donc, on a vraiment le bois ici. On a un autre bois ici avec enfin, j'ai mis bois, mais c'est plus une haie qui a déjà eu beaucoup d'années et qui est très très large. Donc, ça ressemble beaucoup plus à bois. Un chemin. On a les cultures de chaque côté et notre haie fait 511 mètres linéaires, donc 511 plans. On a un premier paillage de 170 mètres linéaires qui est fait laine de mouton plus cheveux. Donc, laine de mouton recyclée. Si certains ne le savent pas, on ne peut pas mettre de laine de mouton qui n'est pas lavée en milieu naturel. Ensuite, vous avez un 170 mètres de paillage en jute et 170 mètres de chanvre en plus PLA. Donc, ce que je vous disais par rapport à avant, c'est que notre haie, en fait, elle est en hauteur par rapport à la plaine agricole. Donc, on n'est pas vraiment sur un plateau, mais on est plutôt, on est plus haut que tout le reste. Il y a tout ce qui est grand axe de circulation, donc départemental, autoroute, ligne de TGV, etc. Donc, ça donne déjà un peu une idée du contexte. On a aussi un camp militaire, mais on en a d'autres encore un peu plus loin. On a des buts témoins. On a la butte témoin aussi appelée Montagne de Reims. On a la ligne haute tension. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en faisant le suivi pendant un an, c'est que la pluviométrie est plus faible. C'est pour ça que je vous disais que le contexte, la situation de la haie est importante. C'est parce que la haie n'a pas trop poussé en un an parce qu'on a très peu de pluie. Et on l'a retrouvé dans nos mesures de paramètres, c'est qu'on a quasiment pas d'eau. Donc c'est ça qui était impressionnant. Et en termes de pression de la faune, bien qu'on soit juste en bordure d'un bois, on peut dire qu'on est plutôt sur une pression moyenne. Et ça, je vais vous le présenter un peu plus tard, j'ai des jolies photos. Et donc la haie, donc c'est une haie, comme je vous l'ai dit, de 511 mètres linéaires. Nous, on est sur des haies avec un plan au mètre linéaire, principalement sur 2 rangs en quinconce. Donc un plan au mètre linéaire et un espacement de 2 mètres entre deux plans sur la même ligne. Et là, on est plutôt sur une haie d'arbustes, il n'y a pas du tout de hogey. Donc, noisetier, groseillier, grenouiller, glantier, viande, frêne, sureau. Et on a encore d'autres essences, mais je vous ai mis les principales. Il n'y a eu aucun arrosage. Et le sol a été préparé en amont par l'agriculteur, c'est ce qu'on demande à chaque fois. Plutôt
plutôt un sous-solage de sol pour préparer la plantation. Et en fait, il a aussi fait un semis de fond de sac qui restait en octobre, donc quelques mois avant la plantation. Et le semis contenait principalement des graminées et des légumineuses. Et une fois par an, il faisait quand même un petit broyage des abords de la haie. Donc ça permettait de la retrouver par rapport au chemin. C'est pratique. Et on m'a demandé de vous parler de la gestion du plan de chasse parce que justement, on est sur la thématique des dommages faits par la faune. En fait, le souci sur cette zone-là, c'est qu'on est proche des camps militaires, mais il y a aussi plusieurs sociétés sur le même secteur. Donc, on demande aux sociétés de chasser quand c'est nécessaire. Le plan de chasse est géré par les sociétés et la Fédération départementale des chasseurs de la Marne vient en appui justement pour parfois appuyer quand il faut faire un peu de pression. Là, je vous présente un peu les matériaux qu'on a utilisés. Donc, c'est un tableau qui reprend la majorité. Je vous ai pas donné les noms parce que je suis pas là pour faire de la pub, mais je vous ai vraiment mis les compositions, etc. Donc, on a testé, comme je vous l'ai montré avant, 3 paillages différents qui font chacun 170 mètres de long. Et on a 2 types de protection gibier. Et pour les protections, on a 3 types de modalités, en fait. Parce qu'on a une modalité où on n'a pas du tout protégé, pour faire vraiment la différence. Alors, pour commencer, le paillage avec lequel on a l'habitude de travailler, c'est celui-là. Du coup, on s'en est servi comme paillage témoin. Il est composé de chanvre naturel et d'une couche de PLA qui est égale à 5% sur le terme de 5% de PLA. On nous a toujours dit que c'était un paillage qui était biocompostable. Quand on dit biocompostable, c'est-à-dire que c'est un paillage qui est biodégradable dans un compost à plus de 100 degrés. Donc, compostage industriel, pas compostage naturel. On le trouve en rouleau, donc je ne vais pas vous faire tout le descriptif, et on nous donne une garantie de 36 mois. Ensuite, on a mis un paillage qu'on a déjà vu quelque part. C'est un paillage qui est censé être en jute et en chanvre et biodégradable. Là, j'ai eu un peu plus de mal à vous donner la composition parce que ce que je retrouve généralement, c'est 70% de jute, 30% de bois. J'ai pas réussi à retrouver le chanvre. Et parfois, on me dit qu'il y a de la viscose, parfois du polypropylène. Donc, en fait, la composition est pas très claire. Ça dépend des apports et des périodes. Donc, il peut y avoir du plastique dans ce paillage-là. On l'a mis également en rouleau, mais par contre, celui-là est plus large, il est sur 220 mètres et on a une garantie de 30-36 mois. Pour le troisième paillage, donc là, c'est un paillage assez nouveau qu'on a cherché et on a essayé. On s'est dit, on essaye, on verra bien. Donc, c'est un paillage à base de produits 100% naturels. Donc, j'ai vu dans les questions qu'il y avait des demandes là-dessus. Donc, c'est un paillage en laine de mouton recyclé. Donc, mouton recyclé, ça provient soit de vêtements, de mobilier, principalement. Ça peut être des matelas, des choses comme ça. Et il est mélangé avec des cheveux humains. Donc, cheveux humains issus de salons partenaires de l'entreprise. Et tout ça, c'est tissé, du coup. Donc, c'est aussi en rouleau. On était aussi sur une largeur de 2,20 m et là, on a une garantie de 12 à 24 mois. Et ce qui est vraiment connu dans la littérature, c'est que les cheveux humains et la laine de mouton ont un effet répulsif sur la faune. Donc, c'est ça qui était intéressant d'essayer. Et ensuite, pour partir sur les protections, donc chaque protection est mise avec 2 tuteurs acacia. Donc là, on n'est pas sur du 28-28, mais du 22 par 22. On a différentes hauteurs en fonction du type de protection. Et chaque protection est agrafée sur les tuteurs acacia. Donc notre protection témoin qu'on utilise habituellement, c'est une gaine en plastique. Donc là, je vous ai mis polymère plastique, etc. On a diamètre 20 cm et hauteur 60 cm, parce que là, on est sur du buissonnant, donc on était parti là-dessus. Quand on a du auger, on utilise plutôt c'est du diamètre 14 et du hauteur 120. Et ensuite, la dernière protection qu'on a utilisée, donc je l'ai vu aussi passer dans la question, c'est la gaine 100% laine de mouton. Donc laine de mouton bio. Et là, on est sur des hauteurs de 60 cm et diamètre 20 cm. Et là, on a une garantie de 36 mois. Alors que le plastique, on n'a pas vraiment de garantie. Du coup, en fait, donc comme je vous disais, la haie a été observée sur une durée de 1 an, de juillet 2024 à juillet 2025, une fois par mois. L'objectif, c'était de voir les dégradations des paillages et des protections, voir la résistance à la faune, les frottements, les grignotages, les résistances à la météo aussi, parce qu'on peut avoir des météos pluvieuses et du vent qui arrachent les protections ou même le paillage.
l'impact sur les plants, est-ce qu'ils poussent correctement, l'effet répulsif du paillage et de la protection en laine de mouton. Et avec l'aide de sondes, on a aussi mesuré tout ce qui est température du sol, pH du sol, hygrométrie ambiante et luminosité. Et donc là, vous avez les photos de le premier jour où la haie a été mise en place, avec les 3 modalités de protection. Alors, ensuite, on a eu un appel de l'agriculteur le 15 mai 2024, et ça tombait bien parce qu'on visitait la haie le 16 mai 2024. Et on a eu donc en fait, il nous appelait pour nous dire qu'il y avait eu des dégâts de sangliers sur la haie. Et bon, nous, on a commencé vraiment les suivis au mois de juillet 2024 parce qu'on n'était pas prêt quand la haie a été mise en place. Et donc là, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a mis 3 pièges photos, mais juste sur la modalité laine de mouton cheveux. Donc paillage laine de mouton cheveux pendant un mois, août-septembre 2024, pour voir en fait, il y a les traces d'animaux, mais qui sont les animaux qui passent? On s'était douté du sanglier, ça se voyait vraiment. Vous avez là le paillage qui était vraiment un peu enlevé. Vous avez un peu de grattage aussi là. Et puis là, vous avez les traces de PCS, voilà. Ensuite, on avait quelques objectifs, savoir quelle espèce utilise la haie, estimer leur nombre, est-ce qu'ils sont très nombreux ou est-ce que c'est un seul individu, déterminer le temps qu'ils passent sur la haie, est-ce qu'ils sont là tout le temps, quelques fois, etc. Et ben, on l'a fait qu'un mois parce que les pièges photos n'étaient pas à nous, on manquait de temps et que bah, de toute manière, on voyait qu'il y avait des traces présentes tous les mois. Mais c'est vrai que ça aurait été quelque chose d'intéressant de suivre. Et puis, plus la végétation poussait, plus c'était difficile de mettre des pièges photos en place. Et on a fait aussi, le dernier suivi, on l'a fait en juillet 2025, donc c'est encore assez récent. On a fait un essai de dégagement des plants en fonction des différentes modalités de protection. On a des références qui viennent d'autres régions, mais en Grand Est, on n'en a pas. Et on avait l'idée de se dire, bah, combien de temps ça peut prendre à un particulier d'essayer de nettoyer sa haie, comme on dit, entre guillemets, et quel outil il faut utiliser. Donc, on a fait du dégagement de quelques plants et on a chronométré. Et, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les abords de la haie ont été couchés une fois par an, mais la haie n'a pas du tout été entretenue pendant un an. Donc, juste parfois un peu de la repose de protection quand c'était nécessaire, mais c'est tout. Donc, les résultats. Là, vous avez les jolies photos de nos pièges photos. Donc, on a posé 3 pièges photos. Il y en a un qui n'a fonctionné que 2-3 jours. Problème de pile, de batterie apparemment. On ne sait pas trop pourquoi. Les 3 pièges ont photographié pas mal d'animaux, mais j'ai aussi beaucoup de photos où c'est du vent, de la pluie, parfois des grosses taches noires en plein milieu et on voit bien qu'il y a des pattes, donc c'est sûrement des insectes. Parfois, on a des araignées aussi. Et ce qu'on se rend compte par rapport à certaines photos, c'est que les pièges étaient trop hauts. Donc, comme là, on peut voir, en fait, j'ai une photo de chat et une photo de lièvre. Mais mes pièges photos sont beaucoup trop hauts pour vraiment les distinguer. On pense que c'est du chat forestier parce que les zones d'habitation sont quand même à plus d'une dizaine de kilomètres. Donc il y a de grandes chances que ce soit du chat forestier. On a aussi eu du renard. On a eu pas mal de sangliers. Et on a eu quand même le plus souvent, c'est ce que je vous ai mis le plus, c'est qu'on a eu des chevreuils. Donc jour et nuit, des chevreuils. Et donc là, au moins, on a la preuve de qui passe. Mais on savait aussi tous les autres mois qu'il y avait toujours du passage parce qu'on avait des traces de frottement, des traces de groin dans les paillages, des fesses, du mordillage, des piquets. J'ai un renard qui s'amusait à m'enlever mes piquets en plastique, mes piquets qui me permettaient de faire toujours mes relevés de sonde au même endroit. Et parfois, on avait même des cadavres de campagnols posés sur le paillage. Ah oui, je reviens juste en arrière. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que il y a pas mal de monde sur la haie, mais les dégâts sont pas si importants que ça. Mais ça, je vous le redirai encore après. Et donc là, c'est les graphiques sur tous les paramètres mesurés. Donc là, c'est plutôt sur les paillages. Tous les paramètres ont été mesurés avec les mêmes sondes. C'est une sonde qui fait des multiparamètres. C'est peut-être pas forcément une bonne idée quand on se rend compte après. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que donc il y a eu des analyses de statistiques. Il n'y a rien qui ressort vraiment des paramètres mesurés. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de prendre en compte la situation de la haie par rapport à son environnement paysager, parce qu'en fait, tous les paramètres mesurés ne ressortent rien du tout. Vous allez avoir quelques petits décalages de temps en temps, mais ça représente rien. Par exemple, le témoin ici, pour le pH du sol, a été pris dans le champ voisin. Donc, ça peut être un apport d'amendement ou autre. Ensuite, là, sur tout ce qui est protection, on a quelques différences. Ce qui est plus flagrant, ça va être ici sur la luminosité.
parce que du coup, ce qui est en bleu, c'est la protection en laine de mouton. Et en fait, on voit bien que la laine de mouton ne laisse pas du tout passer la luminosité. Donc c'est ça qui ressort le plus, sinon il y a très peu de résultats pour le reste. Hop. Ensuite, pour les derniers résultats sur le dégagement des plans. Donc comme je vous disais, on a essayé de faire un dégagement des plans. En termes de durée, gain en laine de mouton, c'est 40 secondes à 2 minutes, parce que il n'y a pas d'herbe qui pousse dedans. Donc c'est hyper rapide. Le plan, ça prend du temps, c'est quand le plan il pousse à travers et qu'il faut essayer de dépatouiller de la protection. Et si la gaine est détériorée, là, ça peut prendre du temps. Pour les gaines en plastique, le dégagement, c'est plutôt 2 à 4 minutes. Et encore, ça dépend. En fait, ça dépend de s'il y a beaucoup d'herbe qui a poussé dans la gaine et quel est le type d'herbe. Si on est sur une graminée type très gras, ça prend beaucoup de temps. Et si aussi le plan est visible ou s'il est vraiment caché dans l'herbe, et franchement, les graminées, c'est quasiment impossible à arracher. Le mieux, c'est de couper à ras du sol. C'est le plus simple à faire. Et on a fait aussi des dégagements de plans sur les modalités sans protection. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait pour plus de 5 minutes, voire plus de 10 minutes, parce que déjà, il faut retrouver le plan. Sur certains plans, on a mis des piquets de couleur pour se rappeler qu'ils étaient là. Mais il faut protéger le plan pour ensuite couper l'herbe. Donc, ça prend beaucoup de temps. On a testé des sécateurs, des cisailles. Le plus simple, ça reste quand même le sécateur. On pense que si on avait eu une faucille, ça aurait peut-être été beaucoup plus efficace. Et sur les observations, donc pour le paillage, laine de mouton, cheveux humains. Le rouleau, en termes de mise en place, c'est hyper léger, c'est facile à porter. Limite, une personne peut porter un rouleau de largeur de 2,20 m et de 25 mètres de long. Ça s'installe super facilement. Le plus dur, c'est le perçage. C'est hyper élastique, donc en fait, il faut utiliser des silos. On prescrit le cutter, sinon je pense que vous allez vous énerver dessus. Il n'y a pas d'impact les 6 premiers mois parce que l'effet répulsif fonctionne plutôt bien les 6 premiers mois. Mais moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est pas une barrière pour la faune. Les animaux passent à travers. Et après 6 mois, par contre, l'effet répulsif fonctionne plus, on peut dire peut-être moins, mais moi j'ai l'impression qu'il fonctionne plus du tout. Le paillage, il a été retourné par les sangliers, mais l'avantage, c'est comme il est hyper élastique, vous pouvez le remettre en place sans dommage. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Le paillage ne s'arrache pas en fait, donc ça fait pas de gros dégâts. Vous pouvez le remettre en place, remettre vos agrafes, il n'y a aucun souci. Après 1 an, on a les graminées et d'autres herbes qui ont poussé à travers. Mais bon, on nous a donné une garantie de 12 à 24 mois, donc ça correspond. Et il est toujours présent au bout d'1 an. Donc ça, c'est quand même chouette. Pour le paillage en jute, rouleau très lourd, très très lourd, difficile à porter, il faut au moins être 2 à minima. Il y a un employé du prestataire qui a fait une allergie au contact des fibres. Donc on ne sait pas vraiment la composition, donc on ne sait pas à quoi il a fait l'allergie. Le paillage a été retourné et un peu arraché dès le mois de mai 2024 par les sangliers. On a réussi à le mettre en place, mais pas aussi facilement que le premier. La fibre est quand même très résistante. Et l'observation, c'est qu'on voit rapidement des champignons qui poussent sur le paillage. L'herbe, elle a traversé au bout de 6 à 8 mois. Après 1 an, l'herbe, elle est partout, mais le paillage, il est toujours présent. Et ce que je vous montrais par rapport à la photo, c'est qu'on voit des fils de couleurs et même des étiquettes de vêtements, en fait, qui apparaissent dans le paillage. Donc, ce qui nous dit pas vraiment, nous indique pas en quoi il est composé. Sur le paillage chanvre plus PLA, donc 5% de PLA qu'on utilise nous en termes de témoins, on le connaissait déjà bien. Il résiste très peu au sol très humide et se dégrade très rapidement alors qu'on nous dit qu'il a une garantie de 36 mois. Dès mai 2024, on a des grandes parties qui ont été arrachées par les sangliers et impossible à remettre en place. Mais vraiment des lambeaux impossibles de remettre en place. Et parfois, il nous restait que la couche de PLA, ce qui est dommageable en fait, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. À 6 mois, les parties arrachées sont entièrement recouvertes d'herbe et on trouve même plus de paillage. Et si on veut faire les mesures de paramètres, il faut justement chercher les petits morceaux de paillage encore présents. On a eu une dégradation très rapide parce que c'était quand même une année humide, même si là-haut, il n'y avait pas d'humidité vraiment présente. Et il y a eu pas mal de champignons aussi. Et à 1 an, le paillage est quasi inexistant sur toute la longueur. Il reste encore quelques parties, et principalement la couche noire, la couche de PLA, qui se dégrade en petits morceaux qui ont tendance à s'envoler. Donc limite, il faudra enlever le paillage tout de suite et laisser l'air pousser. Pour ce qui est des protections, la protection de laine de mouton, donc il y a un effet répulsif qui est quand même prouvé. Elle est biodégradable parce qu'on est en 100% laine de mouton. On a une difficulté à la mettre en place avec les piquets parce que la laine rapproche dans les piquets et les épines, donc c'est assez compliqué. Il faut la replier sur elle-même, en fait, il faut la retourner, sinon elle se referme. Et c'est des choses qui n'ont pas été faites tout de suite, mais un peu plus tard. Les sangliers et les chevreuils aiment bien se frotter dessus.
même quand elle a encore l'effet répulsif pendant les 6 premiers mois, ce qui fait que les piquets ils cassent, et comme la gaine est assez solide les premiers mois, bah, ça casse aussi le plan. Donc ça, c'est dommage. Il y a quelques trous qui sont faits dans la gaine, vous verrez les photos par la suite, et bah, ça permet pas assez de passage de lumière. La preuve, c'est que l'herbe, elle pousse pas et les plants ont beaucoup de mal à se développer. Et le gros souci qu'on a eu aussi, c'est que quand on faisait le suivi, il y avait, dans la majorité des gaines en laine de mouton, il y avait des développements de nids de guêpes. Donc en fait, il faut faire très attention, on peut pas les manipuler à chaque fois. Mais on retrouve aussi d'autres insectes comme des mille-pattes, des pince-oreilles, des araignées, il y avait un peu de tout. Après 6 mois, les plants sont quand même grignotés par les chevreuils. Donc tout ce qui dépasse de la gaine est grignoté. Ça, il n'y a plus vraiment d'effet répulsif. Et à 1 an, donc les gaines sont toujours en place. Elles sont parfois arrachées. En fait, elles commencent à se détériorer. Parfois, elles sont fusionnées avec le paillage, avec l'humidité. Et bah, parfois, vous tirez juste dessus, elles se dégradent, elles s'étirent. Pour la protection classique, donc ça, c'est ce qui nous servait de témoin aussi parce qu'on la connaît très bien. L'avantage, c'est qu'elle laisse passer beaucoup de lumière. Donc, il y a un très bon développement du plant, mais aussi de l'herbe. Elles peuvent être grignotées par les lièvres. On l'a vu sur d'autres chantiers. On avait mis du génévrier protégé avec ces gaines-là. Et en fait, ils nous ont grignoté la gaine pour pouvoir grignoter le génévrier. Parfois, quand il y a beaucoup de vent, elles peuvent être arrachées par le vent du fait qu'elles sont tenues par les agrafes. Ou même les frottements des animaux, ça peut aussi les arracher. Ce qu'on a vu, c'est qu'elles servent de repère visuel pour les animaux. C'est souvent les plants qui sont protégés par des gaines en plastique qui sont mangés en premier. Donc ça, c'est dommage, parce qu'elles fonctionnent bien. Après 1 an, les gaines sont toujours en place. On en a changé quelques-unes qui avaient été arrachées. Et par rapport aux autres modalités, c'est quand même les plants qui sont le mieux développés, qui sont protégés par les gaines plastiques. Pour la modalité sans protection, alors ce ne sont pas les premiers plants qui sont grignotés. Justement, on pourrait dire que ce sont même les derniers qui sont grignotés, comme s'ils étaient cachés. Donc l'herbe les cache très bien des chevreuils. Et l'herbe pose un gros problème pour l'entretien parce que vous avez une énorme toupe d'herbe qui pousse, mais le plant est caché au milieu et il faut pouvoir trouver le plan avant de faire l'entretien. En termes de pousse de la haie, dans la généralité, on a une haie qui est très peu poussante. Donc c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à la situation, on a peu d'humidité, on a aussi un type de sol, on est sur du crayeux, donc sol assez faible. Le paysage, on a beaucoup d'éléments qui font peut-être que les conditions climatiques sont changeantes. Ça veut dire que tout ce qui est précipitations sont déroutées de ce secteur-là. Et bah, comme on est en haute pente, on a un sol qui est assez séchant, on a du vent en continu à tout moment de l'année. Et j'arrive à la fin, donc là, je vous ai mis des photos pour vous montrer l'évolution de la haie. Donc le 8 février 2024, donc c'est la première semaine, dernier jour de la semaine où elle a été plantée. Donc vous avez les 3 modalités. Là, c'est le paillage laine de mouton, cheveux, jute, et là, c'est le chanvre plus PLA. Ensuite, vous les avez le 16 mai 2024, donc vous pouvez voir un peu les dégradations par les sangliers. C'est des belles trouées. Ensuite, le premier suivi le 15 juillet 2024. Donc, on a encore le passage de sanglier, mais ça peut être remis en place. L'herbe des abords qui commence à bien pousser, et puis on voit les premiers plants qui poussent. Et je vous ai mis une gaine en laine de mouton qui est repliée pour montrer comment ça fait. Ensuite, le 11 septembre 2024. Donc là, il y a de l'humidité quand même sur le paillage, mais pas dans le sol. Donc on voit des champignons, l'herbe qui commence à bien pousser. Première grosse dégradation sur des gaines en laine de mouton qui commencent à s'abîmer aussi. Donc on est déjà au mois d'octobre. 17 janvier 2025, donc là, on a des gaines de mouton qui commencent à tomber. Les piquets sont cassés. Quelques plants qui sont cassés aussi. Et au mois de janvier 2025, il faisait tellement doux qu'on avait déjà des premiers bourgeons et des premières feuilles sur les plants. Et donc toujours un peu de passage de sanglier, mais c'est pas méchant. Donc là, ensuite, 21 février 2025, donc là plutôt un mois après. Donc au mois de février, on avait déjà de très belles feuilles. Beaucoup d'herbes qui poussent. Ensuite, le 17 avril. Et la dernière session qui était le 31 juillet 2025. Donc là, la haie est cachée par l'herbe a très bien poussé. Et juste conclusion, donc en fait, les paramètres mesurés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils donnent pas du tout d'informations. Sauf pour la luminosité, on pense que c'est surtout dû à nos sondes, qui sont peut-être pas assez performantes, ou à le type de sol, la situation. On a une préférence pour le paillage laine de mouton, cheveux, qu'on commence à mettre de plus en plus partout, parce qu'il y a l'effet répulsif qui est quand même résistant dans le temps, élastique, et que ça cause pas une barrière à la faune.
Et à côté protection, pas de nouveauté. Franchement, je reste avec du plastique pour le moment parce que je n'ai pas du tout aimé les gaines en laine de mouton. Je suis pas fan. Ça laisse pas, les plantes poussent pas assez bien pour les mettre. Sauf si vous avez accès tous les jours et que vous pouvez y aller régulièrement pour les remettre en place, ça peut être bien. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il est nécessaire de tester encore des nouveaux matériaux biodégradables parce qu'il y en a plein qui sortent actuellement. Il faut continuer à réaliser des suivis tous les ans, voire tous les 2, 3 ans, et rester en contact avec des bénéficiaires parce que si vous les accompagnez pas en termes de conseils de gestion, d'entretien, ils laissent la haie dépérir et c'est parfois une catastrophe. Même en termes de taille, j'ai envie de dire, parce qu'on, moi, je viens de voir cette année des haies qui ont 4 ans. J'en ai qui sont au même point que quand on les a plantées et d'autres qui font déjà 2 mètres de haut et elles ont été plantées la même semaine. Donc c'est assez, même semaine, même année. Donc, c'est vraiment important le conseil. Test en cours de nouvelles protections. Donc, je vous ai mis une photo. En fait, là, vous avez des protections en feuilles de hêtre. C'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on a testé ça l'hiver dernier. Et on a mis avec les protections plastiques pour comparer un peu. Et parce que feuilles de hêtre, ça a un certain coût. Et bah, il y a l'idée aussi, c'est est-ce que ce serait pas intéressant de mettre en place des chantiers participatifs d'enlèvement de paillage ou de protection? Parce que bah, les anciennes, on trouve, comme je vous l'ai dit au tout début, du paillage plastique. Parfois, les protections sont encore autour des troncs et on voit bien que les arbres veulent pousser, mais que les protections ne cassent pas. Et il y avait aussi une question, est-ce qu'on recycle ou non les gaines plastiques? Comment? Par quels moyens? Dans quelles conditions? Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on en a mis quand même beaucoup et bah, pour le moment, on n'a pas vraiment de débouché, même si il y en a qui commencent à se profiler. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Pauline. Alors, on va devoir faire très rapidement sur les questions. On va quand même en prendre une qui revient beaucoup, c'est sur la question de laver la laine ou pas. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi est-ce qu'il faut que la laine soit lavée et pourquoi on ne peut pas la prendre notamment directement chez un éleveur? Alors en fait, c'est pas moi qui le fais, c'est la réglementation qui le dit. Vous ne pouvez pas utiliser de la laine de mouton non lavée en milieu naturel. C'est par rapport à tout ce qui est maladie. Donc voilà, vous pouvez regarder les textes, c'est marqué dedans. Je l'ai pas vraiment en tête, mais c'est quelque chose qu'on a vérifié, qui existe, et du coup, ce n'est pas réalisable. Même si certains le font quand même. Il y a des éleveurs de moutons qui le font, il y a des structures qui disent de le faire, mais dans la réalité, vous n'avez pas le droit de le faire. Merci. Est-ce que tu aurais des éléments aussi Oh, sur pardon. les coûts associés aux différentes formes de paillage? Est-ce qu'il y a des écarts importants ou pas? Euh, quand on a fait la haie expérimentale, on avait des coûts assez différents, mais on a réussi à négocier. Aujourd'hui, comme on passe toujours par le même prestataire, notre prestataire a réussi à avoir des coûts équivalents sur l'ensemble des paillages. Donc, en gros, on est à 2,50 € du mètre carré. Et une dernière question, je suis désolée hein, pour les questions Pas de souci. qu'on ne peut Je pas prendre répondrai en après. charge. Voilà, tu répondras dans le chat. Des questions par rapport au recyclage potentiel des protections, pardon. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Ou est-ce que pour Ouais. l'instant, c'est biodégradable ou non biodégradable Je sais qu'il y a une filière dans la marge justement pour le recyclage des protections plastiques. On les a rencontrés un petit peu, on a eu des retours. En fait, ils recyclent les protections plastiques et même d'autres plastiques en piquets plastiques. Mais après, voilà, c'est quelque chose à creuser et parfois on n'est pas tous d'accord avec cette idée de réutiliser des piquets plastiques dans la nature. Donc voilà, c'est quelque chose à creuser, mais si ça peut être, s'il y a d'autres choses, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je reste sur du bois, au moins c'est biodégradable, même si c'est de l'acacia. Ok. Merci beaucoup, Pauline. Alors, il y a eu plein de questions sur la fin, donc je te laisse répondre dans Ouais, le chat directement. merci. Et Cyril, je te laisse reprendre la main sur le diaporama, partager ton diaporama et reprendre la suite de la présentation. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? T'entends très bien, oui, vas-y. Ouais. Moi, je vais essayer de faire rapide pour dans continuité. Donc, l'alternative aux protections plastiques est la suivante. Enfin, je suis un planteur et moi, ce qui m'effare, c'est quand j'achète du bois déchiqueté pour faire des paillages, c'est de retrouver les filets plastiques dedans broyés. Et ça, je me pose depuis un moment ces questions-là. Donc,
personnellement, j'ai commencé à travailler et Réseauet, Pays de Loire, avec d'autres collègues, on fait des petits essais, chacun de notre côté, pour essayer d'être. On a perdu Cyril, j'ai l'impression. Oui, il avait des petits problèmes de réseau, alors on La pensait qu'on clôture l'avait. électrique. Alors là, Alors, Cyril, est-ce que tu peux rembobiner un peu parce qu'on t'a perdu, on ne t'entendait plus, s'il te plaît? ah, là, Merci. vous- Là, on c'est t'entend, bon c'est bon. là? Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Non, j'ai un réseau qui est très instable chez moi. Donc là, les deux photos que j'ai mises, c'est dans un parc de chasse dans la Sarthe où le propriétaire m'avait donné le défi de planter des haies, sachant que c'est un parc de chasse où vous avez des cervidés et des chevreuils et des sangliers. Donc dans cette partie-là, il n'y a pas de sangliers, mais il y a des cervidés. Moi, j'ai vu dans cette partie-là 30, 40, 50 cerfs et biches, hein. Donc c'était un défi. Et donc là, la protection, ça a été uniquement de la protection électrique. Donc il y avait 6 rangs de fils, 3 fils en dur, des fils métalliques, et 3 rubans de couleur blanche, légèrement blanche. Donc c'est assez lourd à mettre en place. Enfin, on a mis des poteaux tous les 4-5 mètres et mettre le fil. Et aussi l'élément qui est surtout à contrôler, c'est toute la végétation. Donc là, j'avais une personne sur place qui entretenait la propriété, qui passait tous les ouais, ça dépend des périodes, mais il passait tous les 2 mois à peu près le rotofil. Le premier fil il est à 25 centimètres du sol à peu près. Et puis après les autres ont monté à 1,70 m, donc ils étaient écartés de façon régulière. Un autre point qui est sur la clôture électrique qui est assez dur à maîtriser, c'est tout ce qui est les points de masse pour arriver à surveiller la bonne alimentation électrique, surtout par exemple des étés secs. Si on n'a pas une masse correcte, on a beau avoir la meilleure alimentation électrique, ça marche pas. Là, c'est d'autres essais que j'ai fait sur une plantation là sur votre gauche où j'ai planté paillé avec de l'organique et on a mis uniquement un fil dans l'axe à 5 centimètres des arbres. On l'a mis, vu que c'était des plants 40-60 centimètres, donc on les a mis autour des 50 centimètres le fil. Et ça, on l'a mis et ça marche globalement bien. Enfin, les chevreuils, quand ils viennent, enfin là, quand j'ai pris cette photo-là, il y avait 4 chevreuils auprès. Et alors, j'ai quelques petites consommations, mais c'est vraiment mineur. Et là, on avait passé une fois un répulsif du Certasol. Et là, sur votre droite, on a un autre type de protection qui est vraiment une alternative au plastique. Donc là, c'est chez le même client. Son père était éleveur de faisans. Le fils a repris, lui, il est producteur de semences potagères. Et donc, il a des en recyclage, c'était en rouleau, donc on les découpait par bande et avec des poteaux. Et alors là, ça s'est bien fait, hein. On passait, on était organisé, on faisait des feuilles, on déposait ça sur un plateau et on les installait. On agrafait le grillage sur les poteaux avec une agrafeuse électrique. Ça se faisait relativement bien. On est sur des hauteurs de filet à 1,50 m, entre 1,20 m et 1,50 m. Donc ça se fait bien. Et là, vous voyez, dans cette parcelle-là, il y avait encore des moutons juste avant. Les poteaux tiennent bien. Et voilà, c'est fiable. Donc après, sur les répulsifs, on va dire les répulsifs chimiques. Donc moi, j'utilise principalement le tricot et le Certasol. Donc le tricot, il est très bien, par exemple, sur les cervidés, mais inefficace sur les lièvres, lapins. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est vraiment le problème. Voilà. Après, là aussi, la limite du tricot, c'est de le mettre en végétation. Enfin, moi, je me suis rendu compte que quand je mettais du tricot en forêt sur des plantes en végétation, ça fait pas des brûlures, mais les plants, ils marquent un petit temps d'arrêt dans leur croissance. Donc là aussi, vous voyez le coût, on est autour des 20-30 centimes
par application, application et produit. Donc c'est à peu près 20 centimes d'application et 10 centimes de fourniture de la matière active. Le Certasol, c'est un autre produit qui est à base de sang desséché et qui se met pareil au pulvérisateur, qui est efficace aussi pour les lapins et lièvres. Donc c'est intéressant. Et seul bémol aussi du Certasol, vu que c'est 99% de sang desséché, c'est un produit qui a tendance à attirer les sangliers quand on l'applique. Donc s'il y a une population de sangliers dans le secteur, moi j'ai un collègue là en Loire-Atlantique qui dès le lendemain ses plants étaient arrachés par les sangliers. Donc là aussi chaque produit a des limites et ça le Certasol pour ça c'est le problème. Aussi, le problème du Certasol, vu que c'est un produit allemand qui est distribué, et le distributeur en France, il était en liquidation judiciaire l'année dernière, donc là, pour s'approvisionner avec ce produit-là, c'est un peu compliqué maintenant. Mais on y arrive, mais voilà. Après, j'ai aussi testé, je suis en cours de test sur des produits répulsifs. Les deux produits du bas, là, répulsif sanglier GP et l'autre d'à côté, c'est à base d'huile essentielle. C'est des produits qui sont utilisés pour les semences, pour les agriculteurs qui sèment du maïs. Et ce produit-là, ils peuvent être utilisés sur des paillages organiques pour éviter que les sangliers viennent, on va dire, fouiller dans le paillage. Pour l'instant, moi, je vois pas trop de différence dans les secteurs où j'ai mis. Là, j'ai pas eu encore d'attaque sanglier, donc j'ai pas des grosses populations de sangliers. Et après, à voir aussi si c'est l'odeur pourrait servir pour les chevreuils. Le fabricant me les a pas garantis pour le chevreuil, mais voilà, c'est en cours de test. Je pense qu'il y a des choses à aussi à utiliser. Moi, j'ai un collègue là qui va utiliser aussi des protections de couleurs avec des rubans de couleur bleue pour faire un effet répulsif et pour dissuader de l'approche des animaux. Donc là aussi, alors ça, c'est une chose que j'avais déjà fait sur un chantier, c'est de faire des benches de chaque côté de la haie. Et c'est de ramener des branchages pour empêcher l'accès aux chevreuils. Là, c'est surtout dans des endroits où il y a des chevreuils, c'est empêcher l'accès aux chevreuils de la haie. Donc c'est une sorte de haie beige de chaque côté. Et ça, alors, le gros inconvénient, c'est le temps de manœuvre et récupérer la matière. Et ça, je pense que si on a des déchets de taille qui sont généralement brûlés à proximité, au lieu de les brûler, on les utilise. Et ça, ça fonctionne. Si on met un peu de répulsif sur nos armes et puis on met ça, donc là j'ai mis des tuteurs, des échalas qui étaient cassés ou inutilisables. Donc j'ai utilisé des échalas et puis j'ai mêlé mon Après aussi, moi, ce qui est important, je pense, c'est de laisser de la végétation. Alors là, vous avez une photo avec sur une agroforesterie où j'ai semé c'était une culture de lin et alors le précédent cultural, c'était du soja. Et là, c'est une culture de lin, donc il n'y avait aucune végétation au sol. Et donc, sur la bande, j'ai le linéaire sous-arboré, j'ai semé de la facélie avec du genêt. Donc là, on ne voit pas le genêt du tout. Là, le genêt va prendre ce relais et je pense que ça va bien protéger et éviter tout le salissement. Et ce qui est hyper important, c'est de créer de l'ombrage aussi à la végétation. Enfin, avec les étés secs, comme on a de plus en plus, ces choses-là, c'est vraiment intéressant pour tenir une atmosphère fraîche autour des arbres. Euh, voilà. Donc les autres, donc là aussi, ces photos-là, ce que je voulais de revenir sur les éléments, c'est aussi installer la photo totalement à droite, c'est une haie qui est à la sortie d'un bourg où à votre gauche vous avez un terrain, devant vous avez une entreprise et sur votre droite vous avez
un lotissement. Donc moi je me pose la question, pourquoi mettre des protections à lapins? Il peut avoir un ou deux lapins, mais je connais très bien le secteur, il n'y a pas de lapins. Il peut avoir un lièvre à passer, mais pourquoi mettre autant de protection sur une zone qui n'est pas à risque? Donc je reviens pareil par rapport à Christophe et à Pauline. Moi je pense qu'il faut vraiment analyser la phase d'installation, être à proximité de route. Les proximités de route, ça sert à rien de protéger de façon ultra. Par contre, les lisières forestières et les fonds de vallon, oui, il faut protéger. Et là aussi, j'ai mis deux photos là au centre qui, là aussi, quand on met des protections, c'est un petit coup de gueule que je pose, on doit les poser correctement. Enfin là, quand on voit les protections, l'arbre qui est au milieu, il a quasiment aucun espace. Il n'y a pas eu de retournement sur le haut de la protection et elles sont même pas agrafées. Donc là, c'est pas normal de voir des choses comme ça. Enfin, on met une protection, c'est pour qu'elle soit bien posée et que l'arbre puisse se pousser correctement. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire avec les fédérations et avec les suivis de population. Enfin, moi, je suis dans l'Ouest et la plupart des départements ont des comptages lièvres et chevreuils par département. Alors, où on a des cervidés, on a aussi des évaluations de population. Mais là, c'est vraiment important de faire ce travail avec les fédérations pour connaître l'état de population. Là, je vous ai mis d'autres protections. Alors là, la protection Cactus que Christophe parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une protection qui coûte cher, qui est hyper efficace, qu'il faut savoir que quand on la pose, il y a trois piquets métalliques, des fers à béton, plus les agrafes pour agrafer le tout. C'est un travail de montage qui est long. Par contre, c'est un système qui peut être réutilisé. Enfin, on peut enlever les agrafes sur le côté et elles seront de forme bateau. On peut les réutiliser, mais c'est vraiment efficace même sur des bovins. Enfin là, c'est une plantation là dans l'Orne où j'avais réalisé et elle a été les bovins. Il n'y a pas de clôture électrique et ils y touchent pas du tout. C'est très bien. Et là, les deux autres photos au centre, c'est un commercial qui m'a présenté toute une gamme de produits. Soit à base de bois, de fibres de coton recyclées et les protections laine, que Pauline en laine de mouton. Mais moi, c'est pareil, je sais que ça fonctionne pas. Et là aussi, on a des distributeurs qui commencent à distribuer des produits biodégradables. Mais pareil, sur la biodégradabilité, le caractère biodégradable, on n'a pas encore de certification. Et là, sur le PLA, c'est pas biodégradable, c'est biofragmentable. Alors là aussi, je me suis amusé là, à mettre une petite photo sur la droite. Vous avez vu, c'est une plantation en Saint-Tropez agroforestière en Normandie que j'ai visité il y a 3 semaines. Et alors là, c'est très beau, mais irréalisable pour un agroforestier classique. Donc, comment, là aussi, il faut absolument enlever les protections, enlever les protections. Donc là, dans la réglementation PEFC, c'est clairement mis. Adopter des mesures de gestion des déchets en collectant les déchets non bois, notamment les huiles moteur 1, protection non biodégradable contre les dégâts gibier et en éliminer et en traitant ces déchets selon une filière appropriée sans induire d'autres dégâts en documentant en favorisant les alternatives biodégradables reconnues au plastique. Donc là aussi, sur les protections biodégradables, on commence à avoir des produits, mais la plupart, ils sont biofragmentables. Donc là, tout ce qu'on nous dit avec le PLA biodégradable, c'est biocompostable, mais c'est pas biodégradable. Donc là, il est urgent de remettre les bons termes derrière. Et là aussi, pour l'instant, on n'a pas de filière de recyclage. Alors même si on a un projet là dans le Grand Est, enfin, le CNPF fait une visio la semaine prochaine, là le 5 décembre, sur un projet de créer une filière
de recyclage des protections. Mais là, on est vraiment au départ de ces études-là et il est urgent de se mettre en marche. Là aussi, moi, la plupart des protections que j'enlève, je les emmène dans des déchetteries, mais pour l'instant, c'est vraiment c'est pas du recyclage, hein, ça va en déchetterie, ça reste pas dans la nature, mais là, il est urgent de faire les choses correctement. Et moi, là aussi, ce qui m'a un peu effaré, c'est quand l'étude des, attendez, j'ai perdu mon fil. Euh, donc là, tous les déchets, il faut vraiment les recycler et ça, c'est urgent de le faire de façon. Et là, oui, ce que je voulais dire, c'est que l'ADEME, l'automne dernier, ils ont sorti une étude sur la pollution au microplastique des sols. On voit que 76% des sols, entre les terres les grandes cultures, forêts, prairies et vignes, 76% des sols sont contaminés par les microplastiques. Alors, nous on vend la haie bocagère comme un élément de, de, naturel et tout, je pense qu'on a une grosse part d'effort aussi à faire sur ces contre. Et je reviens sur le recyclage. Il faut absolument qu'on crée une filière de recyclage pour arriver à être efficace. Mais ça, c'est vraiment des travaux qu'il va falloir qu'on se mette en route. Alors, avec les industriels, enfin, moi, j'ai vu au mois de juillet, j'étais chez un industriel pour voir, c'est une gamme qui me dit biodégradable. Mais pareil, je pense qu'on est sur une gamme qui se dégrade trop vite. Enfin, moi, il m'a donné deux, trois échalas en essai. Je les ai mis au bout de 6 mois, ils sont déjà trop altérés. Alors, si on a une grosse population de chevreuils, ça va être très compliqué. Donc là, moi, je pense que l'électrique, c'est une bonne alternative et il faut créer une mise en situation intéressante. Donc là, moi, j'ai quasiment fini ma présentation et on va passer à un temps d'échange. Enfin, j'ai pas vu les questions. Oui. Alors, il y a pas mal de questions. Pour pas trop dépasser, je vais poser une question un petit peu générale qui revient quand même. Enfin, une question qui en englobe deux en réalité. C'est avec tous les éléments que vous avez apportés tous les trois, la question se pose du coup, notamment par rapport à la RNA. Voilà, est-ce qu'il faut des protections ou pas? Tu parlais là de la clôture électrique aussi, Cyril. Et la question sous-jacente, c'est aussi le travail qu'il peut y avoir avec les agriculteurs, les propriétaires pour leur faire accepter aussi justement de poser une clôture ou pas. Comment vous fonctionnez avec tout ça? Donc moi, par exemple, là, dans le parc dans la Sarthe, c'était un choix du propriétaire. Il voulait pas remettre des grillages au sein de son parc, donc c'est un petit peu, on est parti sur ça. Moi, je le fais, par exemple, là, les photos qu'on a vues sur qui ont 1 an. Je le fais. Alors donc il produit des semences potagères. Donc lui, il protège déjà avec 2 rangs électriques l'ensemble de sa parcelle vis-à-vis des sangliers. Donc il le fait naturellement et là aussi, je pense que moi je le fais par exemple chez des éleveurs, par exemple des éleveurs bovins où on a déjà des clôtures électriques. Je le fais facilement. Alors le gros problème de l'électrique, c'est quand on est sur batterie. C'est quand vous avez un poste d'électrification qui est en pleine campagne, c'est les pillages, des vols de batteries. Enfin, moi, chaque année, on a des gens qui volent des batteries ou qui saccagent le produit. Donc ça, c'est un problème. Mais par contre, ça fonctionne, hein, l'électrique, ça fonctionne très bien. Il y a du suivi et aussi l'avantage, je veux dire, vu qu'on est en électrique, il faut venir contrôler régulièrement. Déjà, l'homme vient sur la haie voir si ça se passe bien. Enfin, la plupart des gens mettent une protection, ils pensent que ça va durer vitam aeternam. Donc de passer régulièrement sur le chantier, c'est important aussi. Christophe, tu as des choses à rajouter? Non, 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 effectivement, tu as principalement répondu à pas mal de questions, donc je vais pas trop monopoliser le temps, mais bien.
Euh, alors, du coup, il y a effectivement pas mal de questions. On demande à quel moment aussi c'est le plus propice de retirer les protections, puisque donc la question du recyclage se pose, mais pour pouvoir les recycler, il va falloir les retirer. Quel est le moment le plus adapté? Moi, ce que je préconise, c'est par exemple, vu que à l'heure actuelle, on préconise un recépage, par exemple, des arbustifs et des moyens jets. Moi, je pense que vu que c'est autour ça dépend des stations, du potentiel des stations. Donc, moi, je pense qu'on pourrait faire un recépage avec enlèvement des protections autour des 4 ans. Ce serait vraiment logique, je pense. Et, et là aussi, on a de la végétation naturelle, on a des herbacées, et peut-être de la ronce qui a apparu, et en même temps, ça va gainer les jeunes repousses. Donc, je pense que 3 4 ans, ça pourrait le faire, je pense. Après, pour compléter rapidement, effectivement, il va surtout falloir se poser la question, quelle est la pression de la faune par rapport aux enjeux. Sur une haie, effectivement, qu'on va recéper, s'il n'y a pas une trop forte pression et un contexte bocager assez dense, au bout de 3 4 ans, effectivement, on peut. Moi, j'ai vu des haies plantées dans des milieux faiblement pourvus en maillage bocager, et du coup, on avait une pression des chevreuils jusqu'à 6 7 ans. Et les plants, ils ont du mal à sortir pendant ce temps-là. Et par contre, si on est sur des systèmes intraparcellaires, les protections, on va les garder 10 12 15 ans, jusqu'à temps que le végétal vraiment soit sorti, soit donc bien développé, quoi. Tac. Merci beaucoup. Euh, Alors, on avait des questions. Je regarde parce qu'il y a beaucoup de questions, mais des questions très spécifiques en fait. Donc, c'est vrai que sur le peu de temps qui nous reste, c'est un peu difficile de sélectionner. Euh, sur le paillage de bois déchiqueté aussi, il me semble qu'on ne l'a pas trop évoqué. Est-ce que vous avez des retours d'expérience un petit peu là-dessus, l'un ou l'autre, ou Pauline? J'utilise plus du tout de paillage semi-industriel style rouleau. Je suis uniquement sur du bois déchiqueté ou des produits connexes de scierie. Et alors, un des problèmes, c'est les sangliers qui viennent fouiller. Et moi, quand je sais qu'il y a une population de sangliers, c'est mettre 2 fils électriques. Et ça marche bien hein, pour le sanglier. Voilà. Mais je suis pas dans une région où il y a quelques sangliers, mais voilà, on n'est pas encore comme certains territoires. Là aussi, c'est un des problèmes aussi qui est sur le paillage en vrac, c'est par exemple aussi les blaireaux qui viennent gratter dedans pour chercher les mulots ou même des renards. Et ça, c'est un peu, alors vous mettez une dizaine de centimètres et puis votre paillage se trouve étalé par ces deux animaux-là. Mais ça aussi, c'est très localement, faut s'adapter. Ah, et puis pour compléter, je dirais surtout qu'il faut faire en fonction de ce qu'on a de disponible localement, soit sur l'exploitation, soit vraiment à proximité immédiate. Et c'est surtout d'évaluer le coût, pas forcément le coût matière, mais le coût de transport. Et puis aussi prendre en compte peut-être les bilans carbone de tout ça, parce que faire venir des plaquettes de très très loin, alors qu'on peut avoir des ressources de broyat bocage à proximité, ou alors faire venir des rouleaux de paillage qui viennent de l'Est de la France pour les utiliser. Dans le sud-ouest, voilà. C'est toujours la question à se poser et de regarder qu'est-ce qu'on a à proximité, quoi, par rapport au coût. Alors, on a une question aussi par rapport aux possibilités de couverts vivants, du coup, comme paillage. Est-ce que vous avez expérimenté ce type de protection? Sur les couverts vivants, moi j'avais essayé effectivement il y a une 15-20 ans, c'était de faire un couvert végétal, de semer un couvert à base de trèfle blanc nain, fétuque rouge, fétuque ovine, donc des fétuques rases différentes de la fétuque élevée. Se disant, bah voilà, on avait un semis, donc on n'avait pas une concurrence de ragras anglais ou d'autres ragras ou de fétuques élevées. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré qu'on soit sur des adventices, enfin pas des adventices, des herbacées rases, pour éviter les adventices justement, on avait quand même une concurrence hydrominérale avec le végétal et que du coup, ça impactait quand même le développement du végétal. Et il y a là-dessus, c'est des travaux de l'INRAE d'Orléans qui ont montré que fallait éviter toute concurrence hydrominérale pendant les 5 premières années, sinon ça pouvait impacter jusqu'à 60% le développement du végétal.
Donc c'est vrai que le paillage végétal peut être une solution, mais il y a quand même une concurrence localement au pied du plan. Après, la solution intermédiaire, c'est pourquoi pas de faire un paillage enfin de semi-végétal et après de pailler voilà autour du plan. Mais c'est vrai que le paillage végétal à base d'herbacées va aussi attirer les sangliers parce qu'on a une vie de sol, on a un micro-mammifère qui se développe. Donc il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Par rapport au recépage, du coup, Cyril, tout à l'heure, tu disais donc d'enlever les protections au moment de recéper. La question se pose du coup, est-ce qu'il faut reprotéger les plants à ce moment-là ou est-ce que du fait qu'ils soient recépés, ils sont plus matures, on va dire, et plus dynamiques pour ne pas être trop sensibles? Moi, généralement, sur un recépage, déjà, je repère bien ma souche en mettant un morceau de bois que je viens de couper en repère déjà. Et puis, généralement, faut le faire vraiment en fin d'hiver. Le recépage pour pas laisser trop la souche, moi j'aime bien le faire en faire d'hiver. Et puis alors, c'est toujours, il va y avoir quelques consommations, mais quand c'est raisonnable, c'est là où tout dépend de la population qu'on a. Enfin là aussi, de plus en plus, on a des secteurs où on a des fortes populations de chevreuils de plaine, et ça devient. Et même si il faut, là, il y a des fois, je pense qu'il y a des stations. Moi, je vais pas pouvoir faire de recépage, hein, vu voilà, je le sais, hein, enfin, vu la présence d'animaux, et tout le monde a des expériences de plantation qui ont totalement échoué par la présence de chevreuils. Moi, dans le sud Mayenne, j'ai un secteur, c'est de la plaine, hein, il y a en permanence 20 à 30 chevreuils. Hein. Vous pouvez pas planter. Hein. On a mis de la laine de mouton à proximité des arbres, on a mis tout, mais ça, malgré les filets, pareil aussi, les fabricants nous garantissent les filets, oui, pour les chevreuils avec un grammage et tout. Quand on a deux, trois brocards vraiment violents, nos protections, elles ne tiennent pas. Hein. On a beau les agrafer, ça ne tient pas. C'est pareil, les tuteurs, par exemple, quand j'ai fait une agroforesterie il y a 2 ans, où on a une population de cerfs. Le problème, j'avais mis des tuteurs 35-35. Ah, les cerfs s'amusent avec, ils s'amusent avec, hein. Ils nous les cassent, hein, mais là, il y a que le piquet de fer et je sais même pas si ça va résister, hein. Enfin, quand vous avez un animal qui fait 130, 140 kilos qui vient taper, il y a pas d'alternative, hein. C'est fragile, hein. Eh ben, merci à tous. Du coup, on va redonner la parole, pardon, à Maëva pour la conclusion et pour arrêter ce webinaire. Merci Sarah. Bon bah on n'a pas pu répondre à toutes les questions comme elle a pu vous le dire, donc on s'en excuse. Il y avait beaucoup de questions, donc c'est que le sujet était passionnant et que vous avez apprécié ces interventions. Donc déjà grand merci aux trois intervenants, donc Christophe, Pauline et Cyril, d'avoir présenté leur partie et puis bah comme je disais ce sujet très intéressant. Et merci Sarah aussi pour l'animation des temps de questions-réponses. Donc, c'était le troisième webinaire. Il en reste un dernier dans 2 semaines. Donc, on espère vous y voir nombreux et nombreuses, comme aujourd'hui en tout cas. Vous avez été très nombreux. Donc, on vous remercie d'être venus. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et peut-être dans 2 semaines du coup. Merci à tous.